C'est une invention inédite créée en un temps record. 5 semaines montre en main pour inventer un respirateur artificiel à bas coût et accessible partout sur la planète. Ce soir, on reçoit la personne qui s'est lancée dans ce défi hors norme. Bonsoir Quentin Adam. Bonsoir. Alors, Quentin Adam, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes patron d'une société informatique. Rien ne vous prédisposait à vous transformer en créateur de machines à sauver des vies. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? En fait, c'est le soir du discours d'Emmanuel Macron sur on est en guerre, etc. Je me suis dit, cette histoire de pandémie, c'est quoi les enjeux de cette pandémie? Et donc, j'ai commencé à faire des calculs sur quelles allaient être les ressources qui allaient être en tension. Donc, il y a un certain nombre de ressources dans une pandémie qui vont être en tension. Et dans le cas du Covid, il y a un certain nombre de malades qui vont avoir une complication. Donc, un petit fraction, c'est juste que comme la maladie est très contagieuse, ça finit par faire beaucoup de gens au global, qui vont avoir une complication qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et en fait, le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est la mise sous respirateur artificiel. Et en fait, je me suis rendu compte que le nombre de respirateurs artificiels allait être un point de tension d'un point de vue mondial. Je ne parle pas de la France. Au global, il allait y avoir un manque de respirateurs. Et autant il y a des choses sur lesquelles je ne pouvais pas agir, autant je pense qu'un respirateur, à ce moment-là, je me dis, le respirateur, ça ne va pas être si compliqué que ça à concevoir. C'est ça, vous vous dites qu'il y a moyen de faire quelque chose, vous racontez que vous visionnez quelques vidéos. Je rappelle que vous avez seulement 31 ans. Beaucoup de personnes peuvent se dire qu'il va manquer des respirateurs, mais ne vont pas forcément se lancer dans ce défi hors du commun qui est d'en fabriquer. Vous connaissiez quelque chose à ce milieu de la santé ? Alors, pas beaucoup, pas spécialement. Par contre, je pense que tout ingénieur pense que tout problème est résoluble et que tout entrepreneur pense qu'aucun problème n'est trop gros. Et du coup, j'ai appelé des amis à moi, donc Baptiste et Valérian, qui tiennent une start-up à Nantes qui s'appelle CRISP, qui sont des ingénieurs qui, par ailleurs, ingénieurs software, donc dans le logiciel comme moi. Ils se disent que c'est une bonne idée. J'ai appelé Emmanuel Feller, qui bosse avec moi chez Clever et qui est aussi un entrepreneur qui a monté d'autres boîtes. Il se dit que c'est une bonne idée. J'appelle le professeur Pierre-Antoine Gouraud, qui lui est professeur au CHU de Nantes, qui est un scientifique et quelqu'un de l'écosystème universitaire. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, il faut qu'on commence à réfléchir au problème. Et donc là, on est rentré sur deux phases. D'un côté, on s'est mis à concevoir le cahier des charges. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire le respirateur? Parce qu'en fait, assez rapidement, on se rend compte que des respirateurs, il y en a plein de différents. C'est comme un établi. En fait, il n'y a pas une seule façon de faire ce que les professionnels appellent de la ventilation mécanique. Il y a plein de typologies de ventilateurs. Et donc, en fait, il fallait trouver exactement ce dont on avait besoin pour répondre à la crise Covid, parce qu'on n'avait pas faire un truc qui avait toutes les fonctionnalités, parce qu'on n'avait pas le temps. Et donc, d'un côté, on s'est mis à concevoir le cahier des charges. Donc, pour ça, on appelait globalement des anesthésistes réanimateurs et des gens soit du réseau premier que j'avais, soit du réseau de Pierre-Antoine, pour essayer de concevoir la liste de ce qu'il fallait faire. Et de l'autre côté, une équipe d'ingénierie qui a commencé à travailler et à itérer sur une première version. Et alors, justement, on comprend, donc vous mobilisez tous azimuts avec différentes compétences qui vous aident à réfléchir à cette feuille de route, ce cahier des charges. Vous le dites vous-même, il y a plein de respirateurs qui existent déjà, des entreprises qui font ça depuis des décennies, qui le font très bien. Alors, qu'est-ce que vous apportez de différent ? En fait, il y a plein de gens qui savent construire des respirateurs. Et ces gens-là, ils vont avoir besoin de pièces et ce qu'on appelle l'approvisionnement en industrie. Et le but était de se dire, on ne va jamais aller chercher leurs approvisionnements. On va aller faire quelque chose de complètement différent parce que sinon, en fait, on va construire des respirateurs, mais ce sera jamais qu'en empêchant d'autres de se construire. Donc, on n'a pas gagné la partie, en fait, en faisant ça. Ensuite, on va essayer de diminuer le coût parce que ce sont des machines assez onéreuses. Et on va essayer de simplifier sa production pour que des pays dans lesquels il n'y a pas du tout d'industrie puissent reproduire les choses en modifiant et en bidouillant éventuellement les plans. Donc à partir de ce moment-là est apparue assez rapidement l'idée qu'il nous fallait un prototype fonctionnel. Le prototype, il est intégralement ce qu'on dit open source dans le langage informatique, mais ça veut dire que les plans, le code source qui le compose, les plans électroniques, tout est disponible gratuitement et librement sur Internet et que n'importe qui peut le reproduire, mais également qu'on devait avoir une solution pour le normaliser, et c'est là qu'est rentré dès le samedi dans la boucle Eric Hennecker et Marc Julien d'une entreprise qui s'appelle Diabeloop, qui sont des spécialistes en fait de comment on fait du matériel médical, qui ont du coup impliqué toute la conformité médicale et la qualité de façon à faire un dispositif
On va y revenir sur cette conformité. Juste avant, on a vu à l'image deux ventilateurs, deux respirateurs, un traditionnel qui on voit beaucoup plus grand, beaucoup plus massif, et puis le vôtre beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc là, vous parlez de ventilateurs donc plus faciles à fabriquer, moins cher, plus rapidement. Comment est-ce qu'il fonctionne ce ventilateur-là ? En fait, il y a deux angles qui fait qu'on a été capable de le faire. Le premier angle, c'est qu'on a supprimé des fonctionnalités. Soyons très clairs, on ne fait pas tout ce que font les autres respirateurs du marché. On s'est focalisé sur Covid-19 et uniquement traitant Covid-19. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a déplacé énormément d'intelligence qui d'habitude est dans la mécanique et dans l'électronique, on l'a déplacé dans le logiciel. Parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses en utilisant le logiciel à la place de choses qui sont d'habitude gérées dans le respirateur. Donc finalement, c'est un peu le logiciel qui pilote, c'est l'ordinateur qui pilote. C'est exactement ça. En fait, c'est l'ordinateur qui pilote. Et en plus, ça se base sur une technologie française. On se sert de ST Microélectronique, donc qui est une grande entreprise française. Ils ont un truc qui s'appelle le STM32. Et on se sert de ces puces-là qui sont extrêmement fiables pour piloter et non pas juste mettre un ordinateur qui pourrait dérailler, mais vers quelque chose de vraiment très robuste. Alors, ça veut dire qu'il est donc plus simple, mais tout à fait robuste, vous l'avez dit, un peu moins sophistiqué, moins complexe dans les fonctionnalités, mais elle cible le Covid-19, donc ce dont a besoin le monde et les patients en difficulté aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est peut-être un peu moins fiable et que c'est mieux que rien, mais que ce sera toujours moins bien si on est soigné par vos ventilateurs que par ceux plus traditionnels ? Il est évident qu'on n'a pas les tests de fiabilisation que d'autres outils de l'industrie ont eu, ne serait-ce que parce qu'un test de fiabilisation, ça se fait dans le temps, et que le temps, c'est la ressource qui nous a manqué dans le cas présent. Pour autant, à partir du moment où on a commencé à travailler dessus, on a travaillé sur une autre façon également de voir les choses, ce qui fait que certaines études qu'on a fait en études précliniques disent que notre ventilateur fait des choses que les autres ventilateurs du marché ne savent pas faire, parce que du coup, il a été conçu de façon complètement à rebrousse-poil du marché. Lesquels, par exemple ? Si c'est facilement on a un ajustement. Je vais essayer de vous donner un exemple. Enfin, dans le cas du Covid, on a dans la courbe de respiration et de pression, on a ce qu'on appelle une pression expiratoire positive, qui permet de garder les poumons du patient gonflés en permanence et de jamais les laisser retomber, parce que sinon ils se recollent et ils sont très difficiles à redéplier derrière. Nous, on fait un ajustement des niveaux de pression de la PEP, donc la pression expiratoire positive, en un seul cycle de respiration, ce qui sur la plupart des respirateurs du marché prend plusieurs cycles, sauf sur des respirateurs très haut de gamme aux alentours de 80 000 €. D'accord, donc avec une vraie finesse et efficacité beaucoup plus rapide dans le temps. Apporté par le logiciel, en fait. Apporté par le logiciel. Une question quand même sur les validations scientifiques. Est-ce que, j'imagine qu'on ne peut pas retrouver votre ventilateur comme ça sur le marché sans qu'il y ait de l'avis des autorités. Est-ce que vous avez eu ce feu vert ou vous l'attendez ? On travaille avec eux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que d'un premier cas, on a fait un prototype fonctionnel. Le deuxième chose, c'est qu'on a fait un dossier, ce qu'on appelle l'ANSM. Donc c'est l'Agence nationale de sûreté du médicament, qui fait à la fois le médicament et les dispositifs médicaux. Et donc on a créé un dossier avec eux et on est en train d'instruction. C'est une instruction qui implique un peu tous nos partenaires. Et cette instruction-là, en fait, elle nous permet d'aller vers ce qu'on appelle les études cliniques. Donc les études cliniques, c'est le moment où on va le tester sur des vrais patients avec des vraies données. Mais avant ça, on a fait des études précliniques et les études précliniques se font avec des poumons simulateurs qui sont des machines extrêmement complexes qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui nous ont permis la mise au point, ainsi que des tests sur l'animal. Et donc là, très concrètement, des hôpitaux qui nous entendraient, des médecins qui voudraient s'en procurer, où est-ce qu'ils peuvent aller récupérer ces informations ? Directement sur le site de Macaire et on les intégrera dans notre communication à destination des établissements de santé et des médecins. Surtout qu'on pourra ouvrir, si tout se passe bien et que l'étude clinique se fait valider, on pourra ouvrir un petit peu le panel d'études cliniques en phase 3 de l'étude clinique. Macaire. Donc pour l'instant, on attend le retour. C'est exactement ça. On attend encore le retour de la NSM sur ces sujets-là. Ils travaillent à une vitesse incroyable. On ne peut pas le dire et franchement, ils travaillent à une vitesse incroyable. Théoriquement, déposer un dossier médical, ça prend des mois. Là, ça se fait en quelques jours et en quelques semaines. Et donc, eux aussi travaillent de leur côté à une vitesse qui est largement au-delà de ce qu'ils font d'habitude.
Eh bien, merci pour tout cela et merci pour cette invention qui change évidemment la vie. Merci encore, Quentin Adam, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle qu'on peut avoir toutes les informations sur macaire.life. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la Chine et les défis qui s'ouvrent à ce pays. Un pays qui a revu son bilan des morts à la hausse, mais plus de transparence. En tout cas, c'est ce que demandent les pays occidentaux. C'est dans l'air, c'est tout de suite avec Caroline Roux.